Bonsoir, merci d'être venu. Après le cours de Françoise, vous connaissez toutes les bases pour comprendre le phénomène d'alimentation des trous noirs. Moi, je vais surtout vous montrer des exemples extraits des observations. Vous essayez de vous montrer comment les astronomes utilisent les observations pour apprendre comment les trous noirs sont alimentés. On sait que chaque noyau de galaxie abrite un trou noir supermassif et ce trou noir, une fois alimenté, peut aussi générer une quantité extraordinaire d'énergie. Cette énergie injectée dans le milieu interstellaire des galaxies peut inhiber et même arrêter l'alimentation sur le trou noir lui-même. Donc, alimentation et rétroalimentation sont deux aspects qui sont étroitement liés dans le phénomène d'activité nucléaire. On sait aussi que la masse des trous noirs est proportionnelle à celle des bulbes galactiques. Donc, cette relation de proportionnalité témoigne d'une coévolution entre galaxies et trous noirs. En particulier, cette relation de proportionnalité indique que la croissance des trous noirs et la formation des galaxies sont des phénomènes qui ont lieu de façon parallèle tout au long de l'histoire de l'univers. Donc, il faut essayer de comprendre les deux aspects, c'est-à-dire comment les galaxies et les trous noirs évoluent de façon parallèle tout au long de l'histoire de l'univers. Donc, ça a déjà été mentionné par François, il y a un problème vraiment il faut relier des distances qui sont complètement différentes. Donc, les trous noirs sont alimentés à partir de gaz qui se trouvent à des distances de kiloparsec dans le disque des galaxies, et il faut que ce gaz soit amené près du trou noir, dans le rayon de l'horizon du trou noir. Donc, il faut vraiment, c'est un long trajet, et les distances sont de plusieurs ordres de grandeur différentes. Donc, ça veut dire que le moment angulaire doit être transféré. Ça, c'est un vrai problème, comme on a vu pendant le cours de Françoise. Alors, si on fait une tomographie des trous noirs, on se rend compte que les trous noirs supermassifs sont un peu partout dans les galaxies. On sait qu'ils font partie de l'équipement des bulbes, des composantes sphéroïdales des galaxies. Et ça, c'est indépendant du fait que les galaxies soient actives ou inactives. C'est-à-dire que, indépendamment du fait que les trous noirs sont alimentés ou pas, ils sont là. Ça, on le sait. Il y a une corrélation, en fait, entre la masse des trous noirs et la masse des bulbes galactiques. C'est ce qui a été démontré il y a longtemps, dans les années 80. Donc, on voit que la masse des trous noirs est proportionnelle à la masse des bulbes. Il y a un facteur, 700. La masse des trous noirs est un facteur 700 plus petite que la masse du bulbe. Donc, cette corrélation, l'existence de ces corrélations, évidemment, c'est une corrélation qui a une certaine dispersion. Et en fait, quand on ajoute plus et plus d'objets dans ce genre de diagramme, on se rend compte que la corrélation est très dispersée. Et ça, c'est aussi très intéressant à comprendre. Mais restons sur l'idée qu'il y a une certaine corrélation, même s'il y a une dispersion. Alors, l'existence de cette corrélation suggère que l'alimentation des trous noirs et la croissance ou la formation d'étoiles dans les galaxies sont des phénomènes qui sont parallèles tout au long de l'histoire de l'univers. On peut voir ça différemment sur des échelles de temps cosmologiques. On sait par exemple que les quasars, qui représentent les âges les plus extrêmes, sont plus abondants dans l'univers jeune, pour des décalages entre 2 et 3, par rapport à ce qu'on observe dans l'univers local, à décalage de 0. C'est ce qui est montré dans cette figure. On voit la densité relative des quasars à ce genre de profil en fonction du décalage, du redshift. On voit qu'elle est maximale entre 2 et 3. Et c'est exactement le même profil qui montre le taux de formation stellaire en fonction du décalage. Ça veut dire que la croissance ou l'alimentation des trous noirs est faite de façon parallèle en fonction du temps, en fonction de l'âge de l'univers, au fur et à mesure que les étoiles sont formées, que les galaxies sont formées. C'est un résultat qui est très intéressant, très surprenant, parce que les échelles spatiales et temporelles associées aux deux phénomènes, la formation des galaxies dans son ensemble et l'alimentation des trous noirs, sont des phénomènes qui ont lieu à des échelles complètement différentes. Donc c'est quand même surprenant. Il y a un deuxième fait extrait des observations qu'il faut qu'on justifie, et c'est le fait qu'il y a un comportement anti-hiérarchique en partie. C'est-à-dire que les trous noirs les plus massifs et aussi
les galaxies les plus massives se forment surtout quand l'univers est plus jeune. Parce que j'essaie de montrer ici, on voit quelle est la densité des galaxies par unité de temps en fonction du temps ou en fonction du décalage. Et on voit que les galaxies les plus massives, et ainsi les trous noirs les plus massifs, sont créés en début de l'univers. Alors que les galaxies qui sont de plus petite masse, on peut voir que le taux de formation est à peu près constant. Aujourd'hui, on forme des galaxies qui ne sont pas très massives, mais des galaxies, disons, monstrueuses, du point de vue de la quantité de masse, on n'en voit pas de formation pratiquement aujourd'hui. On en voit beaucoup moins. Donc il y a un comportement anti-hiérarchique, et ça, il faut aussi le justifier. L'univers dans son ensemble est hiérarchique, ça on le sait, mais il y a un comportement aussi anti-hiérarchique en partie. Et les gens essaient de comprendre ça en fonction de la rétroalimentation que j'ai mentionnée tout au début de mon séminaire. Il y a une rétroalimentation de l'activité, et cette rétroalimentation va nous expliquer pourquoi on trouve ce genre de profil. C'est ce qu'on appelle en anglais AGN feedback. Alors, seulement 10% des galaxies ont des trous noirs, mais les trous noirs sont partout. Donc, ça veut dire que les trous noirs ne sont pas très généreusement alimentés maintenant, dans l'univers proche. Alors, si toutes les galaxies ont des trous noirs, pourquoi ces trous noirs ne sont pas très généreusement alimentés aujourd'hui? Ça doit être que la période d'activité doit être assez courte. Sinon, on en ferait des quasars partout, alors qu'on n'en voit pas. Alors, quels sont les mécanismes qui produisent le déclenchement de l'activité dans les galaxies? Est-ce que c'est les mêmes mécanismes à tous les redshifts? Bon, on dirait que déjà, on peut répondre que probablement non. Bon, d'abord, qu'est-ce qui change avec le redshift? Beaucoup de choses. L'univers au début est plus dense, il y a plus de gaz, il y a plus d'interactions, il y a d'autres mécanismes. Peut-être les mécanismes sont plus efficaces quand l'univers est jeune que quand l'univers est tel qu'il est maintenant. Donc ça, il faut essayer d'utiliser les observations pour comprendre, pour répondre à toutes ces questions. Alors, si on a dit qu'il y a une coévolution entre galaxies, formation des galaxies et alimentation de trous noirs, je pense qu'il ça vaut le coup qu'on essaye de comprendre quels sont les deux chemins d'évolution principaux pour les galaxies. Il y a deux types d'évolution qu'on observe dans les galaxies. Il y a une évolution plus violente qui se fait par fusion et interaction. C'est ce qu'on appelle l'évolution en dehors de la séquence principale, the main sequence en anglais. Dans ces interactions, dans ces fusions qu'on a plus quand l'univers est jeune, la formation stellaire se fait par des sursauts, c'est ce qu'on appelle des starbursts en anglais. Et ça a lieu sur des échelles de temps relativement courtes, sur des échelles de 100 millions d'années. Alors par contre, il y a un mode d'évolution dans les galaxies qui est beaucoup plus tranquille. C'est l'évolution sur la séquence principale, sur la main sequence. Ça a lieu à long terme par accrétion de gaz. Et c'est les disques qui accrètent du gaz qui vient des filaments cosmiques. Donc c'est une évolution beaucoup plus tranquille qui s'étale sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues, de l'ordre de 1 à 2 milliards d'années. Donc il y a deux types d'évolution, si l'on veut. Alors il y a un résultat qui est très intéressant. Déjà, comment est-ce qu'on visualise cette séquence principale qui est très populaire pour les astronomes, pour les observateurs? Alors on la visualise quand on représente le taux de formation stellaire en fonction de la masse stellaire. Et on voit que la plupart de galaxies sont regroupées autour de cette séquence principale. Il y a quand même des galaxies qui sont en dehors de la séquence principale. Ça veut dire que pour une masse donnée, ces galaxies forment des étoiles plus généreusement. C'est des starbursts. Là, c'est les galaxies en dehors de la séquence principale. Normalement, c'est des galaxies en interaction. Ils sont en train d'expérimenter une fusion. Mais la plupart des galaxies forment des étoiles sur de longues échelles de temps, c'est-à-dire c'est une évolution tranquille. Et en fait, un des résultats qui est encore discuté et qui est très débattu de nos jours, indique que la plupart de la formation stellaire, au moins pour des redshifts plus petits que 2, aurait lieu le long de la séquence principale. C'est-à-dire, ça serait la formation stellaire maintenue par un flot continu de gaz qui vient de filaments cosmiques. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de fusion et d'interaction. La plupart de la formation stellaire, au moins pour des petits redshifts, est dominée par l'évolution séculaire.
Il y a un autre moyen de visualiser ou d'identifier ces deux modes d'évolution galactique, c'est par les lois de Keeler-Schmidt qui représentent le taux de formation stellaire en fonction de la quantité de gaz. Et on voit la séquence des disques, ça c'est les disques. Là, on mélange plusieurs redshifts, mais il y a aussi des galaxies qui, pour une quantité déterminée de gaz, forment plus d'étoiles. Ça, c'est les starbursts, où il y a des fusions, des interactions. Donc, on voit les deux séquences, les deux modes d'évolution galactique. Évidemment, il y a des interactions dans l'univers jeune. Il y en a aussi maintenant, mais les interactions sont beaucoup plus violentes et plus fréquentes quand l'univers est jeune. Les galaxies sont plus petites et plus nombreuses dans le passé. Les fusions sont plus fréquentes parce que l'univers dans son ensemble est plus dense. Il y a plus de gaz dans l'univers jeune. Et ces fusions font grandir en taille et en masse les galaxies. Donc, ça, c'est le scénario hiérarchique qui est représenté par ce type de réseau d'arbres. On pourrait se remonter et voir quelles sont les galaxies à partir desquelles une galaxie maintenant a été formée par des fusions tout au long de l'histoire de l'univers. Alors, est-ce que ces interactions ont un lien avec l'alimentation des trous noirs? Ça, Françoise a déjà mentionné ça. On sait que la majorité des AGN extrêmes, tels que les quasars, sont observés dans les fusions de galaxies. Donc, pour les AGN plus extrêmes, en particulier les quasars, et aussi les radiogalaxies, c'est un autre type d'AGN extrême qui émet dans le radiocontinuum. Ces AGN extrêmes, il y a une évidence de corrélation. Donc, on dirait que les interactions jouent un rôle prépondérant pour l'alimentation des trous noirs. Mais cette évidence est faible, par contre, quand on regarde des populations moins extrêmes, des noyaux actifs à faible luminosité, qui évidemment sont beaucoup plus nombreux dans l'univers local, ou en tout cas à des redshifts plus petits que 2. Rappelez-vous que les quasars, il n'y en a plus dans l'univers local, on dirait que c'est des dinosaures, ils ne sont plus là. Eh bien, cette évidence est faible pour d'autres populations. Pourquoi? Alors ça, François a déjà aussi mentionné ce point. Les simulations à un corps qui sont capables de suivre la création de gaz à différentes échelles montrent, au cours d'une fusion, montrent que ce qui est clé, c'est les différentes instabilités qui sont déclenchées dans le disque. C'est ces instabilités qui vont amener le gaz à des rayons plus petits, donc qui vont amener le gaz près du trou noir. Donc l'interaction, pour ainsi dire, aide évidemment à déclencher ces instabilités, mais l'agent qui va finalement faire le dernier pas vers le trou noir, ce n'est pas les queues de marée, c'est des petites instabilités qui se déclenchent au fur et à mesure que l'interaction a lieu. Et ça, c'est ce que ces genres de simulations qui font des zooms à différentes échelles montrent très clairement. Donc, ce n'est pas seulement que l'interaction déclenche ce type d'instabilité à plus petite échelle, et ces différentes instabilités prennent le relais les uns des autres et amènent le gaz près du trou noir. Donc l'évolution circulaire est clé, même si l'on veut étudier ce qui se passe lors d'une interaction. Quels sont les moteurs de l'évolution tranquille, de l'évolution circulaire? Bon, après le cours de Françoise, je pense que vous êtes convaincus que les barres jouent un rôle prépondérant. Et là, c'est exactement la même simulation que Françoise a montrée. Elle a été faite par Françoise. On voit l'évolution à gauche du disque d'étoile, à droite le disque de gaz. Et on voit que contrairement aux ondes spirales, les barres sont très stables. Elles durent longtemps. Elles peuvent durer plusieurs milliards d'années. Et les barres sont très efficacement formées et reformées grâce à la création de gaz. Donc, les barres sont très efficaces parce qu'elles sont capables de redistribuer la matière, aussi bien le gaz que les étoiles dans le disque, en échangeant efficacement le moment angulaire avec cette matière. Donc, ça aide à précipiter le gaz vers le centre. Alors, comment ça se passe exactement? Ça, vous savez déjà. Le potentiel barré est capable de soumettre au gaz aux forces tangentielles. Et le fait que le gaz suivent des orbites qui sont inclinées par rapport à l'axe de symétrie de barre, fait qu'il y a des forces tangentielles qui sont exercées par les potentiels stellaires sur le gaz. Donc, il y a un couple qui n'est pas nul. Donc, il en résulte d'un couple. Ce qui est intéressant, c'est que le couple change de signe quand on traverse la résonance. On sait que ce couple est négatif
à l'intérieur de la rotation jusqu'à l'extérieur de la résonance interne de Lindblad. À l'intérieur de la résonance interne de Lindblad, les couples sont positifs. Et quand on va à l'extérieur de la rotation, les couples sont positifs encore jusqu'à la résonance externe de Lindblad. Alors, ces changements de signe des couples produisent la formation d'anneaux. Ça, on le voit, les barres ont tendance à former des anneaux de gaz. Et le reste, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Bon, ben, dans le cas de la résonance interne de Lindblad, on forme un anneau et le gaz, il reste et forme des étoiles. On dirait qu'on est dans une impasse parce que le gaz reste là et il ne peut pas être amené près du centre parce qu'à l'intérieur de l'anneau, les couples sont positifs. Donc, on a une situation de cul-de-sac, donc on ne peut pas amener le gaz plus près du centre. Il y a des mécanismes, comme vous avez vu, qui peuvent aider, tels que les barres secondaires emboîtées. Ces barres secondaires sont formées à l'intérieur de ces anneaux ILR, des barres primaires. Il y a un découplage des petites barres par rapport aux grandes barres. Elles tournent plus vite et toutes ces résonances sont reformées, mais à plus petite échelle. Donc, le gaz peut être amené plus près du centre. Donc, c'est en effet un mécanisme qui est très efficace pour drainer les moments angulaires du gaz. Donc, on a une situation où il y a une espèce de morphologie comme des poupées russes. Donc, il y a une barre nucléaire qui est découplée par rapport à la barre primaire et qui amène plus près du centre le gaz. Bon, quand on compare l'existence des barres et le rapport avec le déclenchement de l'activité dans les galaxies, il faut tenir compte que les taux d'alimentation requis sont très dissimilaires quand on compare différentes populations de noyaux actifs. En particulier, quand on regarde les noyaux les plus extrêmes, les noyaux actifs les plus extrêmes, tels que les quasars, on se rend compte qu'ils ont besoin d'un taux d'alimentation qui n'est pas négligeable, de l'ordre de 10 à 100 masses solaires par an. Alors que ce taux est beaucoup plus petit dans les galaxies, dans les AGN à faible luminosité, telles que les galaxies Seyfert et des Liners. Donc, quand les gens se sont penchés sur le sujet et ont essayé de trouver une corrélation entre l'existence des barres et les AGN, ils se sont rendus compte que, bon, pour les AGN extrêmes, c'est encore discuté, ça dépend de la population, mais ça a été décrit, il y a une corrélation entre l'existence des barres primaires et le déclenchement de l'activité dans ces objets-là, les AGN extrêmes. Mais pour les galaxies actives à faible luminosité, telles que les galaxies de Seyfert et de Liners, cette corrélation est très faible, elle est presque inexistante. En quelque sorte, c'est un peu paradoxal parce que ces gars-là, ils sont plus faciles. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'alimentation. Et pourtant, les barres primaires, ça n'a pas l'air d'être le responsable pour l'alimentation des trous noirs dans ces genres de galaxies. Alors, pourquoi, on peut poser la question, pourquoi il y a seulement 10% des galaxies dans l'univers proche, dans l'univers local, qui sont alimentées? Alors, on peut poser la question autrement. Pourquoi 90% des galaxies ou des trous noirs dans les galaxies telles qu'elles sont aujourd'hui, ils ne sont pas alimentés? Ils ont du mal à être alimentés. Ils sont là, ils restent tapis, endormis, mais ils ne sont pas alimentés. Bon, il faut regarder les galaxies proches. L'un des avantages des galaxies proches, c'est qu'on peut les étudier avec beaucoup de détails, évidemment. Bon, il y a, pour ces galaxies, les gens ont décrit plusieurs mécanismes. Bon, on en a déjà parlé. Des barres primaires, des barres secondaires, des modes de décentrement, des disques gauchis, des ondes spirales, la friction dynamique, la viscosité, des vents stellaires. L'efficacité de tous ces mécanismes est très discutée. Elle est controversée d'après les différents modèles. Et la complication de la galaxie active dans les AGN à faible luminosité, telles que les galaxies de Seyfert et de Liners, c'est que la durée de vie d'un épisode d'accrétion peut être très courte, comme vous venez d'apprendre après le cours de Françoise. Spécialement dans les galaxies de faible luminosité, elle peut être extrêmement courte, lors de 10 puissance 5 années. Donc, pour essayer de trouver le responsable qui fait alimenter le noyau dans ce cas-là, c'est difficile. Il faut vraiment chercher très près du centre. Donc, c'est très compliqué. Il faut vraiment avoir beaucoup de résolution pour avoir un cas où la galaxie est prise en flagrant délit d'alimenter
son trou noir. Il y a aussi différents mécanismes en action à différentes échelles, donc ça complique quand on veut étudier les corrélations. Mais au lieu de discuter tout ça du point de vue théorique ou regardant les observations, ou regardant les simulations numériques, on peut adopter une approche beaucoup plus empirique, essayer de regarder faire une cartographie des disques nucléaires des galaxies pour savoir quelle est la situation qu'on trouve. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé, dans ce cas, l'interféromètre du plateau de Bure et on a cartographié l'émission du monoxyde de carbone, de transition du monoxyde de carbone, pour essayer d'étudier la distribution et la dynamique du gaz moléculaire dans le centre de toutes ces galaxies. Typiquement, on image le kiloparsec central de toutes ces galaxies avec une résolution spatiale qui permet d'étudier le transfert du moment angulaire à des échelles entre 10 et 100 parsecs typiquement pour les distances de toutes ces galaxies. Alors, les cartes sont très belles. Alors, déjà, juste à regarder les cartes, on voit que tous ces disques sont assez disparates, c'est-à-dire qu'ils sont assez dissimilaires. Il n'y a pas une morphologie universelle qui puisse être identifiée dans ces galaxies de Seyfert, dans ces liners. On voit des anneaux, on voit déjà des disques décentrés, des spirales aussi décentrées, là et là. On voit des barres, on voit des bras spiraux, on a même des structures emboîtées, on voit des grandes barres, des structures axisymétriques, donc il n'y a pas, disons, une morphologie universelle qui puisse être identifiée et qu'on puisse relier au fait que ces galaxies, c'est des galaxies de Seyfert ou de liners. En fait, on a utilisé ces images pour comprendre la distribution et la cinématique du gaz moléculaire. Il faut dire que le gaz moléculaire est la phase dominante du milieu interstellaire dans les régions centrales. Donc, on a intérêt à utiliser un traceur de cette phase moléculaire. Ça, c'est le premier ingrédient de notre étude. Il y a un deuxième ingrédient qui est essentiel. On a des images dans l'infrarouge proche pour toutes ces galaxies et ces images, on les utilise pour déduire, pour dériver le potentiel stellaire. L'infrarouge proche, c'est une longueur d'onde qui est à laquelle les étoiles vieilles, qui constituent la plupart de la masse des galaxies, est particulièrement sensible. Donc, on utilise cette longueur d'onde pour calculer à partir de la luminosité dans l'infrarouge proche la distribution de masse. On en déduit le potentiel stellaire et en fait, on peut en déduire le champ de force et le champ de couple exercé par le potentiel sur le gaz. Alors, comment on fait en pratique? On a donc le potentiel stellaire, le champ de force, et on fait la moyenne sur l'azimut pour un rayon donné de ces couples exercés par le potentiel sur le gaz. Alors, pour faire ça, on utilise la distribution réelle du gaz comme poids statistique. On fait une moyenne azimutale et en fait, on utilise la distribution réelle de gaz pour faire cette moyenne. Donc, on peut calculer pour cette distribution quel est le profil des couples. Si les couples sont négatifs, ça veut dire que le gaz est en train de perdre du moment angulaire à ce rayon particulier. Si les couples sont positifs, ça veut dire que le gaz gagne du moment angulaire à cause de ces couples. Donc, à partir de ce profil des couples, on peut dériver, on peut calculer quelle est l'efficacité du potentiel stellaire à drainer le moment angulaire. Donc, on peut voir combien de rotations on en a besoin pour que, par exemple, si les couples sont négatifs, pour que le gaz perde tout le moment angulaire et puisse être amené vers le trou noir. Si les couples sont positifs, on peut estimer combien de rotations on a besoin pour doubler le moment angulaire du gaz à un rayon donné. Donc, on peut étudier l'efficacité du processus de transfert de moment angulaire et on se rattache en manip. Là, on ne suit pas les orbites, on ne fit pas les orbites, on ne suit pas les nuages le long des orbites. C'est une approche statistique. On utilise le fait que la distribution de gaz n'est pas axisymétrique, en fait, et c'est le fait que cette distribution de gaz n'est pas axisymétrique qui produit cet torque. Évidemment, pour faire cet exercice, il faut des observations à très haute résolution pour avoir le déphasage entre le gaz et le potentiel stellaire. Sinon, les couples ne sont pas bien estimés. Donc, il est très important d'avoir une bonne résolution spatiale.
Alors, qu'est-ce qu'on en trouve? Enfin, on trouve seulement qu'un tiers des galaxies analysées montrent des couples systématiquement négatifs, au moins jusqu'à la limite de la résolution spatiale de ces observations, qui est de l'ordre de 20 à 100 parsecs. Bon, on est content, parce que c'est des galaxies de Seyfert, de Linus, on s'attend que le gaz perde du moment angulaire. Mais seulement un tiers montre clairement que les couples sont négatifs. Non, le gaz perd du moment angulaire. Alors, où est-ce qu'on trouve ces couples négatifs? On peut trouver ces couples négatifs quand il y a des modes stellaires emboîtés, tels que des barres nucléaires ou des ovales. On peut trouver aussi des barres primaires sans ILR. Alors, les ILR sont très embêtantes parce que s'il y a une ILR, comme vous savez, à l'intérieur des ILR, les couples sont positifs et le gaz ne peut pas perdre du moment angulaire. Alors, si les barres n'ont pas d'ILR, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de barrière. Donc, le gaz peut être amené jusqu'au centre par la barre primaire elle-même. Et on trouve aussi des cas où il y a des spirales nucléaires à l'intérieur des anneaux. Ces spirales nucléaires qui ont une morphologie, comme Françoise a décrit, traînante, on va le voir, sont une conséquence de l'influence dynamique du trou noir. Le premier cas, c'est le cas des structures emboîtées. Là, c'est EGC 2782. Là, le potentiel stellaire a deux barres emboîtées. Il y a un ovale externe, comme vous voyez ici, et à l'intérieur, il y a une barre nucléaire. Alors, vous voyez que la distribution de gaz réagit, le gaz réagit à ce potentiel barré de façon classique, mais il y a beaucoup de gaz à l'intérieur de l'ILR de l'ovale, ce qui est déjà bizarre parce qu'il n'est pas censé être là. Parce qu'à l'intérieur de l'ILR, les couples sont positifs. Alors, qui a amené ce gaz? Ce n'est pas l'ovale, c'est la barre nucléaire qui est à l'intérieur et qui est découplée. Donc, le gaz peut franchir cette frontière imposée par l'ILR de l'ovale parce qu'il y a une deuxième barre, petite barre nucléaire, qui amène le gaz plus près du centre. Et en effet, il y a beaucoup de gaz à l'intérieur de l'ILR de l'ovale. Donc, la formation de cette structure emboîtée aide à drainer le moment angulaire du gaz. En fait, quand on calcule les torques, le profil des couples exercés par le potentiel sur le gaz, en effet, on voit que ces couples sont systématiquement négatifs depuis des distances de 3 kg par sec jusqu'à 200 parsec. Il y a une certaine systématicité dans les couples, ils sont négatifs. Donc c'est la combinaison de la barre primaire et la barre nucléaire, les deux ensemble aident à drainer le moment angulaire. Mais il faut les deux. Des fois, on trouve des barres sans ILR. Alors, s'il n'y a pas d'ILR, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière pour le gaz. Le gaz peut être amené près du centre. Bon, les barres, ils aiment bien former des résonances, mais pas toutes les barres forment des résonances. Il faut qu'il y ait une condition pour la formation d'une résonance. Il y a des barres qui ne sont pas très évoluées, qui tournent très vite, il n'y a pas d'ILR, il n'y a pas de problème. Le gaz peut être amené. Et en fait, dans cette galaxie, comme vous voyez, il y a beaucoup de gaz au centre. Il n'y a pas d'anneau, il y a une forte concentration très près du centre. Et quand on calcule le profil des couples, on trouve en effet que les couples sont négatifs, au moins jusqu'à la limite de la résolution spatiale de cette observation, qui est 50 parsec. Donc, une fois de plus, là, on trouve un profil de perte de moment angulaire du gaz. La barre est en train de drainer le moment angulaire du gaz de façon très efficace. Là, c'est une barre primaire. Il n'y a pas besoin d'une deuxième barre. Là, c'est un exemple où le couple qui sont négatifs sont produits sur une structure spirale qui est traînante. C'est trailing, ce qui est surprenant parce que cette concentration de gaz est une fois de plus à l'intérieur de l'ILR de la barre primaire. C'est qu'on ne s'attend pas à trouver cette configuration. Alors, qui c'est qui fait cette concentration de gaz? Ce n'est pas une barre nucléaire, il n'y a pas de barre nucléaire là. Il y a une barre primaire et on voit une structure spirale trailing à l'intérieur de l'ILR. Qui a amené le gaz là? C'est le trou noir. Ce que Françoise a expliqué, c'est l'influence dynamique du trou noir qui change le profil des fréquences épicycliques des orbites. Les orbites précessent tout en coup de façon différente. Au lieu de tomber, ils remontent. Donc ça fait que le gaz réagit et il forme
une spirale trailing, une spirale traînante. Et sur cette spirale qui est à l'intérieur de l'anneau, les couples sont négatifs. Donc, on peut avoir une situation où l'influence du trou noir, l'influence dynamique, favorise l'accrétion sur le trou noir. Ça, c'est un troisième cas. Et c'est intéressant parce que là, je vous montre des données allemandes. Ce type de spirales ont été identifiés dans les images du Hubble Space Telescope, mais on ne voyait pas ça dans le gaz clairement parce que les images du Hubble étaient des images de couleurs, donc on voyait la poussée, on ne savait pas combien de gaz il y avait. Et en fait, avec ALMA, on voit ces espèces de réponses un peu originales et qui témoignent de l'accrétion. Malheureusement, la plupart des galaxies, malheureusement entre guillemets, des galaxies analysées montrent des couples positifs. Donc ces noyaux actifs, ils sont pas, les trous noirs dans ces objets, ils ne sont pas alimentés à présent. Au moins, c'est ce qu'on peut conclure d'après ces observations. Alors, des fois, on a des galaxies où il n'y a pas de perturbation dans le disque, dans le potentiel, c'est-à-dire c'est à peu près axisymétrique. Et deux fois, on voit des barres, mais la configuration actuelle pour ces galaxies ne favorise pas l'accrétion. Alors, est-ce que ça, c'est un problème? Bon, disons que c'était un peu paradoxal parce qu'en fin de compte, on est en train d'analyser des galaxies qui sont actives. Pas très actives, c'est des galaxies à faible luminosité, c'est des galaxies de Seyfert, ils n'ont pas besoin de beaucoup, mais on s'attendait à avoir quand même un agent qui alimente un petit peu le trou noir. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ce puzzle? Bon, peut-être que l'agent responsable est à chercher plus près du centre. Alors, rappelez que pour les observateurs, le grand problème, c'est la limite des résolutions spatiales. Si on n'arrive pas à résoudre le parsec central, on ne peut rien dire sur ce qui se passe à ces distances. Là, on peut dire ce qui se passe à des distances de 10 parsecs, mais ne me demandez pas ce qui se passe à des distances de 2 parsecs, parce qu'on n'a pas de la résolution spatiale. Donc peut-être, pour ces objets, où l'on ne voit pas ces couples négatifs, il y a quelque chose qui se passe très près du centre, qu'on n'est pas capable de résoudre pour le moment, et qui est le responsable d'alimenter l'activité dans ce cas-là. Donc il faut des contraintes observationnelles pour avoir une réponse claire à cette question. Alternativement, il y a d'autres mécanismes qui peuvent aider les potentiels stellaires. Alors, on voit que le potentiel stellaire tel qu'il est imagé, si on veut, avec ces genres d'observation, n'est pas capable, n'est pas très efficace, mais peut-être que ça peut être aidé par d'autres mécanismes, par exemple la friction dynamique ou la viscosité. La viscosité, on a essayé de faire le point, et en fait, on peut concevoir que la combinaison des couples dus à la barre et les couples dus à la viscosité il peut y avoir une combinaison de deux agents et produire plusieurs épisodes d'activité tout le long du cycle d'une barre. Donc, la création de gaz se fait par intermittence suivant le cycle de barre. Comment ça se passe? Bon, alors, dans ce scénario, la force de la barre n'est pas constante. Elle change. Et pourquoi elle change? Bon, on a vu que quand la barre est forte et elle exerce des couples sur le gaz, elle forme des anneaux en résonance. Mais le fait qu'elle forme des anneaux affaiblit la barre parce qu'il y a une concentration de gaz. Le gaz perd du moment angulaire. Ce moment angulaire est donné aux orbites de la barre. La barre est affaiblie, et de plus en plus affaiblie. Et à un moment donné, la viscosité peut prendre le relais au couple exercé par la barre. Donc, ce gaz accrété affaiblit la barre jusqu'à la détruire. Et ces anneaux encombrants peuvent se dissoudre. Ils peuvent se dissoudre et puis cet effet de dissolution des anneaux, aussi bien l'anneau de la résonance interne de Lindblad que la résonance externe de Lindblad, peut remplir le gaz du disque et former une autre barre. Alors, dans ce cas-là, bon, quelle est la conséquence de cette dissolution des anneaux? Bon, ben, évidemment, si on arrive à dissoudre cet anneau, il y a un peu de gaz qui peut être amené jusqu'au centre. On peut alimenter le trou noir de cette façon. Donc, les couples visqueux qui sont toujours négatifs
dans ce cas-là, n'ont pas à lutter contre des couples positifs qui sont très forts parce que la barre s'est affaiblie dû à ce phénomène d'agression. Donc, dans ce scénario, on peut s'attendre à voir plusieurs épisodes d'activité, mais ces épisodes d'activité ne seraient pas corrélés ou ne coïncideraient pas avec la phase où la barre est très forte. Justement, c'est quand la barre est faible que la viscosité peut dissoudre ces anneaux. Bon, la viscosité, c'est très compliqué de traiter physiquement, mais on a essayé d'estimer si ces couples visqueux pourraient faire le travail, pour ainsi dire. Et on peut conclure que c'est possible parce que les anneaux qu'on voit, c'est des anneaux qui sont très contrastés et aussi pour ces anneaux, le gaz subit des forces de cisaillement qui ne sont pas négligeables. Donc, ces couples visqueux peuvent être efficaces pour dissoudre ces anneaux dans ce cas-là parce que la barre s'est affaiblie. Bon, si on fait un peu un résumé de la situation, on peut dire que pour les grandes échelles, comment est-ce qu'on peut alimenter le trou noir? Comment est-ce qu'on peut évacuer le moment angulaire du gaz? Qu'est-ce qu'on a appris quand on fait des manips, quand on fait des observations des galaxies proches? Pour les grandes échelles, on parle de grandes échelles entre 10 100 parsec et 1 kg parsec, les barres primaires et les forces de marée lors d'une interaction peuvent effectivement amener beaucoup de gaz dû aux différents couples qui se mettent en route. Pour des échelles entre 10 parsecs et 100 parsecs, bon, les galaxies trouvent différents moyens pour faire parvenir le gaz près du centre. Il n'y a pas un seul, il y a différents mécanismes, on en a vu plusieurs, des barres secondaires emboîtées, des barres primaires essentielaires, des spirales nucléaires qui sont formées grâce à l'influence du trou noir, à l'influence dynamique qui change la réponse du gaz. Il y en a plusieurs de ces mécanismes, mais la plupart du temps, le gaz reste attrapé dans des anneaux. On a l'impression que le gaz reste là, il forme des étoiles et attend que quelque chose d'autre, ça arrive et puisse être amené près du centre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les échelles très près du trou noir? Disons entre 1 et 10 parsecs. Bon, il y a plusieurs de ces mécanismes aussi. Il n'y en a pas un seul. Il y a des disques gauchis, des warps, des disques décentrés, la viscosité, la pression dynamique. On a très peu de contraintes observationnelles. On a vu l'exemple d'Andromède, Messier 31. Ça, c'est un bel exemple où l'on est capable d'atteindre cette résolution spatiale et on peut vraiment utiliser les observations pour contraindre les prédictions de différents modèles. Mais il y en a très peu d'objets, donc on manque là de contraintes observationnelles et c'est ce qu'on essaie de faire avec des instruments comme ALMA, l'interféromètre. On pourra faire ce genre d'exercice pour beaucoup plus d'objets, essayer de trouver des contraintes observationnelles aux différents modèles. Bon, ça, c'est ce qu'on a appris quand on regarde les galaxies proches. Alors, on a bien vu qu'est-ce qui se passe dans les galaxies à haut redshift. Bon, ça, c'est plus compliqué. Il y a encore moins de contraintes observationnelles. Est-ce qu'on voit des barres déjà dans les galaxies à haut redshift? Est-ce qu'ils sont les responsables de l'alimentation des trous noirs? Est-ce qu'on en trouve déjà? Bon, ça, c'est aussi très discuté pour les gens qui utilisent les observations. Et les astronomes ont essayé de tracer comment la fraction de barres change en fonction du décalage. Alors, en particulier, là, je vous montre une étude récente de Cisterna et ses collaborateurs. Ils ont utilisé le Hubble Space Telescope et regardé des centaines de galaxies dans le champ cosmos. Dans la bande I, c'est la bande infrarouge proche, ce qui veut dire que pour ce type de galaxie, pour ce redshift, on est en train de regarder l'optique, pour ainsi dire. Et ils ont évalué comment la fraction de barres change. Est-ce qu'on en voit des barres? Bon, on en voit des barres, mais on en voit de moins en moins, ce qui est déjà très intéressant à discuter. On voit que la fraction de barres décroît avec le redshift croissant, ce que vous voyez ici. Normalement, là, c'est des redshifts très petits, entre 0,3, et on voit que c'est 2 tiers. C'est à peu près la même fraction qu'on voit à l'univers local, dans l'univers local. 2 tiers des galaxies montrent des barres. On a bien vu que les barres sont très populaires. Mais ils sont de moins en moins populaires quand on regarde plus loin. Ça veut dire que les barres ne durent pas longtemps, elles sont détruites. Les disques des galaxies, quand on s'éloigne, quand on voit vers les hauts redshifts, ne sont pas, disons, mûrs pour trouver, pour engendrer ce genre d'instabilité.
Si l'on est capable d'extrapoler, ce qui est toujours bon, dangereux, mais on peut extrapoler, on peut dire qu'à partir de redshift 1, on n'en verrait pratiquement plus de barres, n'est-ce pas? On verrait que si on extrapole pour des redshift 1, on pourrait prédire que les barres devraient disparaître. Alors, ils ont aussi étudié quel est le lien entre la présence de barres dans ces galaxies et l'existence d'un épisode d'activité. Et en fait, ce qu'ils trouvent, c'est que les barres sont seulement de façon marginale associées ou sont plus abondantes dans les AGN. Donc, elles ne semblent pas jouer un rôle fondamental dans le déclenchement de l'activité pour les galaxies à haut redshift. Mais ça, on le sait. Même dans l'univers local, on voit que c'est très indirect. Ce n'est pas les barres primaires seulement, c'est d'autres types d'instabilité qui se déclenchent plus près du centre. Donc, les barres se formeraient à partir de 0,8, des valeurs de décalage entre 0,8 et 1. Bon, déjà, il faut dire aussi que bon, le nombre de galaxies étudiées, c'est des centaines, ce n'est pas des milliers de galaxies, donc l'échantillon n'est pas très grand, pour ainsi dire. Il faut améliorer la statistique. Et il faut aussi dire que ce type de manip, ce type d'observation, est sensible aux grandes barres. On ne voit pas les petites barres parce que bon, on n'a pas la sensibilité avec ce genre d'observation. Donc il faut attendre là. Il faut améliorer la statistique et voir plus en détail comment la fraction de barres pourrait changer en fonction du redshift. En tout cas, il y a d'autres types d'instabilité qui peuvent se déclencher et qui peuvent être plus performants à drainer le moment angulaire. Et ça, c'est ce que sont décrits comme les instabilités violentes. C'est ce qu'on connaît sous l'acronyme anglais VDI, Violent Disk Instabilities. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Violent Disk Instabilities? Ces instabilités violentes ont été décrites pour les galaxies à haut redshift parce que ces galaxies à haut redshift sont assez, disons, différentes, montrent une morphologie très différente quand on les compare aux galaxies de l'univers local. En fait, on voit les disques des galaxies à des redshifts plus grands que 1 et ils ont une morphologie très fragmentée. C'est des galaxies clumpy. Donc, on voit là, c'est des images de Hubble dans l'optique et dans l'infrarouge proche. On voit que ces images montrent une structure très fragmentée. On a beaucoup de clumps de gaz. En fait, ces clumps sont très riches en gaz. Ils ont des masses de l'ordre de 10 puissance 8, 10 puissance 9 masses à l'air, et c'est des sites de formation stellaire. On a aussi des clumps détectés par NICMUS, c'est l'instrument qui fait des observations dans l'infrarouge proche, au centre de certaines galaxies. Alors, ces clumps qu'on voit au centre, on voit les clumps dans les disques de façon un peu random, stochastique, mais on voit aussi des clumps au centre. Alors, ces clumps seraient les bulbes et donc les trous noirs qui sont en train d'être alimentés. Et comment ils sont alimentés? Alors, ce type d'instabilité, ce qu'il produit, c'est que ces clumps qui sont très massifs dans les disques sont capables de chuter très efficacement à cause de la friction dynamique. Bon, c'est un peu long à expliquer. Et ils sont très massifs, donc ils peuvent dévier la trajectoire des étoiles dans le disque, et du fait qu'ils dévient, ils sont freinés. Donc, ces différents clumps dans les disques, ils peuvent perdre du moment angulaire et former le bulbe et, du coup, alimenter le trou noir. C'est comme ça que ça marche, de façon très rapide et très, très simpliste. En fait, quel est le rôle des instabilités violentes, des interactions, et quelle est la frontière à partir de laquelle on peut dire bon, c'est plus une histoire de barre, c'est autre chose, c'est autre type d'instabilité, c'est les interactions ou ce type d'instabilité violente qui vont être les clés pour drainer le moment angulaire du gaz. Enfin, ces simulations numériques montrent que les deux chemins d'évolution, que ce soit l'évolution violente produite par des interactions, des fusions, ou l'évolution par accrétion, c'est les instabilités violentes, favorisent l'apparition de barres seulement après un certain redshift. C'est-à-dire, au début, il n'y a plus de barres. Vous voyez là, les instabilités violentes, c'est assez fragmenté, c'est assez chaotique. À un moment donné, à partir de redshift 1, il y a des barres et des spirales qui se forment. Donc, il y a un domaine, si l'on veut, dans ce scénario, un domaine où
les barres et les spirales, disons, les instabilités qu'on connaît mieux dans les galaxies proches apparaissent, mais avant, c'est une affaire différente, c'est une affaire de fusion, interaction, ou ce type d'instabilité plus violente. Bon, on a dit au début du séminaire que une fois que les trous noirs sont alimentés, ces trous noirs peuvent générer une grande quantité d'énergie, et cette énergie peut influencer de façon très efficace l'histoire des formations stellaires dans la galaxie elle-même. Donc, ce qu'on en voit est une évidence observationnelle de cette influence. Est-ce que la formation stellaire peut être perturbée à ce point par rétroaction de l'activité? En fait, là, je vous montre aussi un résultat très récent où on voit que l'activité peut avoir une influence qui est déterminante dans l'évolution galactique. Là, ils ont utilisé le Survey des Sloan Digital Sky Survey. Ils ont identifié quelle est la position des différentes populations de galaxies. En particulier, là à gauche, vous voyez des galaxies qui ne sont pas actives. Alors, la plupart des galaxies qu'on a mentionnées au début, là, sont regroupées autour de la séquence principale. C'est des galaxies normales qui forment des étoiles à un ton normal. Là, il y aurait les starbusks, qui ne sont pas représentés là. Il y a aussi ce qu'on appelle the red cloud, le nuage rouge, des galaxies qui sont passifs dans le sens où ils ont cessé de former des étoiles. C'est des galaxies qui ne forment plus d'étoiles ou qui le forment avec un taux qui est très inhibé. Alors, où est-ce qu'ils sont les AGN dans cette représentation? Là, qu'il est montré à droite, on voit que les AGN, surtout les AGN où la luminosité de bolométrie des galaxies est dominée par l'AGN lui-même, on voit qu'ils sont très près de l'endroit où se trouvent les galaxies passives. C'est-à-dire que les AGN sont capables d'inhiber la formation stellaire. Là, c'est la preuve. Quand on essaye de localiser quelle est la distribution des AGN, on voit qu'ils sont plus près des galaxies passives que des galaxies normales. Donc, on pourrait dire qu'au moins pour cet échantillon, qui est considérable, ça c'est des milliers de galaxies, on voit que l'AGN a inhibé la formation stellaire. Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que les AGN font pour arrêter la formation stellaire? Comment est-ce qu'ils agissent? Est-ce qu'il n'y a plus de gaz, ou le gaz a été évacué, poussé vers l'extérieur, ou le gaz est là, mais il est stable, il n'est pas capable de former des étoiles? Alors évidemment, pour en savoir plus, il faut étudier le gaz. Donc les gens ont essayé d'utiliser des observations et voir quel est le contenu et l'état dynamique du gaz dans ce type de galaxies, dans les galaxies actives. Et en fait, il y a une évidence observationnelle de l'existence de flots massifs de gaz. Donc l'état dynamique du gaz dans certaines galaxies actives est très perturbé à cause de cette influence de la rétroaction de l'activité. Ce phénomène de rétroaction n'est pas l'exclusivité de l'activité nucléaire. La formation stellaire aussi peut injecter beaucoup d'énergie dans le milieu interstellaire et peut produire ces outflows. Donc, ce flot de gaz qu'on voit dans les différentes observations aide à réguler l'alimentation des trous noirs et aussi la formation d'étoiles dans les galaxies. En quelque sorte, on peut dire que les trous noirs sont alimentés, mais ils sont trop gloutons, et les trous noirs rejettent une partie de son déjeuner. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'avaler tout le gaz, mais ils injectent une partie du gaz qui est amené vers le trou noir et qui est évacué vers l'extérieur. Et cette influence est très déterminante pour l'évolution de l'accrétion lui-même et pour l'évolution de la galaxie elle-même, comme on va voir tout à l'heure. D'abord, est-ce qu'on a besoin, pour ainsi dire, de cette rétroaction? Bon, oui, on en a bien besoin si l'on veut comprendre comment l'univers est. On sait quels sont les différents composants de l'univers, et on sait en particulier que le rapport en masse des baryons par rapport à la matière noire doit être de 20%. Alors, quand on regarde les observations et on calcule quel est le pourcentage de matière baryonique par rapport à la matière noire, il est seulement de 4%. Ça veut dire que 80% des baryons doivent être poussés en dehors des galaxies. Donc, il faut bien qu'il y ait cette rétroaction, sinon on ne peut rien comprendre. Il faut vraiment qu'on ait cet effet de rétroaction pour que les baryons soient poussés en dehors des galaxies. C'est ce qu'on mesure. Donc, il faut la rétroaction.
Alors, il y a un certain nombre de questions qui restent à répondre. Quel est le rapport entre la rétroaction due à la formation stellaire et due à l'activité nucléaire? Comme je vous ai dit, la formation stellaire, surtout dans des starbursts, ou même dans des galaxies qui forment des étoiles normalement, ils injectent de l'énergie et ça peut aussi créer des flots de gaz, ça peut créer de la rétroaction. Donc, normalement, on a les deux, on a la formation stellaire et l'activité. Donc, il faut étudier quel est le rapport entre ces deux mécanismes de rétroaction. Pour les AGN elles-mêmes, eux-mêmes, il y a deux modes de rétroaction. Il y a un mode quasar et un mode radio. Le mode quasar est associé au taux d'accrétion très élevé, quand la luminosité de l'AGN est proche de la limite de Dinton. Et normalement, c'est des vents qui sont déclenchés par pression de rayonnement. Le mode radio a été décrit dans les radiogalaxies et il agit par des jets radio et il est associé aux taux d'accrétion qui sont relativement bas. En fait, le paradigme actuel, surtout pour les AGN à faible luminosité, indique que les AGN sont alimentés de façon assez chaotique, donc il se peut que les AGN pourraient osciller entre ces deux modes. Il faut les étudier les deux, parce que tout au long de l'histoire des AGN, ils pourraient osciller entre le mode radio et le mode quasar. Il y a trois grandeurs que tous les observateurs, tous les gens qui font des observations des galaxies actives veulent déterminer. Et c'est ces trois grandeurs, c'est le taux d'éjection de masse, le taux d'éjection d'inertie et le taux d'éjection du moment cinétique. Parce que ça dépend de la valeur de ces trois grandeurs et surtout comment ces trois grandeurs sont comparées avec le taux de formation stellaire et la luminosité de l'AGN. En comparant ces trois grandeurs avec ces deux observables, on peut conclure si c'est la formation stellaire ou c'est l'activité qui est responsable de ces flots de gaz et si on est dans le mode quasar ou dans le mode radio. Et évidemment, il faut aussi étudier si on a en même temps de l'inflow de gaz et de l'outflow de gaz. Donc, si on a une évidence d'autorégulation. Où est-ce qu'on voit ces outflows? On voit ces outflows dans les amas des galaxies, par exemple. Ça, c'est le mode radio qui est censé être responsable du déclenchement de ces flots de gaz. Là, c'est un bel exemple de ça, où on voit dans NGC 1275, cet amas de galaxies, on voit une radiogalaxie au centre, et il y a un réseau de filaments qui est détecté en H-alpha, aussi en rayon X. Il y a des cavités de rayons du gaz très chaud, ionisé. Et il y a aussi du gaz moléculaire. Donc, en utilisant le 30 mètres, Salomé, Françoise et collaborateurs ont détecté tout au long de ce filament la présence de gaz froid, du gaz qui est détecté, du gaz moléculaire. Et ce gaz serait du gaz qui est refroidi. C'est ce qu'on appelle le cooling flow, qu'on a longuement prévu, ça devrait exister, mais on le voit. On voit du gaz qui est entraîné en partie et qui revient vers le centre de la galaxie. Et c'est une évidence de la rétroaction de l'activité dans ce type d'objet. Donc un mélange d'inflow et d'outflow. Là, c'est un autre exemple d'amas des galaxies, c'est Abel 2597. Là, c'est des données allemandes. Et on voit aussi bien l'alimentation que la rétroaction. Là, il y a le jet qu'on voit en gris. Là, les contours correspondent aux deux vitesses différentes pour le CO. Et on voit une espèce de coquille de gaz moléculaire qui est en train de subir une expansion perpendiculaire au jet. Donc, on voit que le gaz il est poussé par le jet. Donc, ça sort de la galaxie elle-même. Donc, il crée cet effet de rétroaction de flot de gaz très massif. Et en même temps, il y a de l'inflow de gaz à d'autres échelles. Donc, on a les deux. On a alimentation et rétroaction. Bon, évidemment, on pourrait s'attendre qu'il y ait les deux, parce qu'il n'y a pas de rétroaction sans alimentation. Il faut alimenter un peu pour que le trou noir recrache une partie de sa nourriture et crée cet effet de rétroaction. On voit aussi ces outflows dans d'autres types d'AGN extrêmes, tels que les quasars. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans le gaz ionisé. Et pour certains de ces objets, on voit des vitesses énormes, vraiment des vitesses relativistes. C'est du gaz qui est éjecté à des vitesses de 50 000 km par seconde. C'est beaucoup.
Alors, ces espèces de flots de gaz ionisés sont créés très près du disque d'accrétion. Là, il y a le jet, ça le disque d'accrétion, et là, ces contours blancs représenteraient ce flot de gaz ionisé relativiste. Donc, c'est vraiment du gaz qui est amené à des vitesses très grandes. Et ce vent ionisé pourrait entraîner dans une deuxième étape, dans une deuxième phase, le flot moléculaire qu'on voit aussi dans ce genre d'objet. Donc il y a deux étapes. Il y a une première étape où le vent ionisé est déclenché, créé par pression de rayonnement. Et ce tau flow qui va très vite, à des vitesses relativistes, entraîne le gaz moléculaire dans une deuxième étape. Cette deuxième étape, l'énergie est conservée. Et du fait que l'énergie est conservée dans cette deuxième étape, le moment angulaire est renforcé de façon, ou amplifié de façon significative. Et c'est bien ce qu'on observe. On observe une première phase, ça c'est les ultra fast outflows, c'est le vent avec des vitesses relativistes, et on voit aussi à des petites vitesses, dans une deuxième phase, le flot moléculaire du gaz qui est entraîné par ces flots de gaz ionisés très, très rapides. Là, c'est un exemple, Markarian 231. Ça, c'est un quasar où on voit l'outflow du gaz ionisé et on voit aussi l'outflow du gaz moléculaire. Là, on le voit parce que quand on regarde la transition CO, on voit des ailes à grande vitesse, jusqu'à 1000 km par seconde. On détecte l'outflow aussi dans des traceurs de gaz moléculaires très denses. Donc, ça, c'est aussi un problème pour les gens qui essayent de comprendre ce que ces observations nous disent, parce qu'il faut que le gaz dense survive ou soit reformé dans ce processus d'entraînement de façon très efficace. On ne détruit pas le gaz dense. Le gaz dense dans ces nuages moléculaires survit parce que le nuage serait entraîné par ce flot de gaz ionisé. Ces travaux montrent que le flot du gaz moléculaire s'étend sur des kiloparsecs, des distances de kiloparsecs. Donc c'est un phénomène global, c'est-à-dire qu'il est capable de changer le destin de la galaxie. C'est quelque chose qui va affecter globalement la galaxie elle-même. Donc ce n'est pas un détail, c'est vraiment quelque chose qui est très violent. Donc ça peut changer l'évolution de cette galaxie. En utilisant plusieurs traceurs, du gaz moléculaire, du gaz ionisé, on a déjà une image assez détaillée des différentes composantes dans cette galaxie. Et en fait, on voit un disque moléculaire à grande échelle. Il y a un deuxième disque plus petit qui forme un angle par rapport au disque à grande échelle, donc il n'est pas coplanaire. On a un outflow moléculaire bipolaire. Il y a aussi une composante plus ou moins isotropique. Donc c'est compliqué. Donc en utilisant plusieurs raies, plusieurs transitions, on a une image assez détaillée des différentes composantes dans ce système. En tout cas, ce que vous voyez ici, c'est des flots qui changent vraiment. Ces outflows sont très déterminants pour changer le destin de cette galaxie. Est-ce qu'on en voit ces outflows moléculaires ou de ces outflows en général seulement dans les AG les plus extrêmes? Et non, on en voit aussi dans les galaxies de Seyfert. Là, je vous montre un exemple, c'est GC 1068. C'est une galaxie de Seyfert type 2. Donc, ce n'est pas un quasar, c'est une galaxie ou un disque de galaxie relativement normal, mais il y a un AGN, il y a un starburst. C'est aussi un cas où il y a deux barres. Là, il y a une barre relativement faible, un ovale, et il y a une barre nucléaire encore. Là, on voit du gaz moléculaire qui est dans un anneau qui correspond à l'ILR de l'ovale et à la corrotation de la barre nucléaire. Là, c'est les cartes anciennes qu'on avait obtenues avec l'interféromètre du plateau de Bure. On voit que dans l'anneau, le gaz est en train d'alimenter un événement de formation stellaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gaz aussi autour, dans un disque nucléaire qui a un rayon de 200 parsecs. Donc il y a beaucoup de gaz moléculaire près du trou noir. Alors on a utilisé ALMA pour en savoir plus, pour avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations sur la distribution et surtout sur la cinématique du gaz moléculaire. Et ce qu'on voit, on a cartographié avec ALMA le disque de cette galaxie en CO3-2, CO6-1, ces deux transitions de CO, avec des résolutions de l'ordre entre 20 et 35 parsecs. Et ce qu'on voit, c'est que, on détecte un peu partout le gaz, parce qu'ALMA, c'est fantastique. On a vraiment beaucoup de détails dans ces manips.
on voit que le gaz suit la perturbation de la barre et la spirale, donc on a inflow induit par la combinaison de la barre et la spirale, mais quand on observe ce qui se passe près du centre, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de gaz près du centre, là on fait un zoom, c'est cette petite région, on voit qu'il y a un outflow. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le disque à grande échelle. Dans le disque à grande échelle, on a la rotation, bien sûr, c'est un disque perturbé par la barre et la spirale, mais quand on regarde ce qui se passe là, il y a un découplage dynamique total. Le gaz est en train de fuir, est en train d'être évacué, poussé par quelque chose, il y a un outflow. Donc on voit de l'inflow et de l'outflow. C'est encore quelque chose qu'il faut garder en tête. On voit les deux phénomènes. Il n'y a pas l'un, c'est l'autre. Évidemment, l'inflow, là, on le voit à grande échelle, et là, à l'outflow, on le voit à plus petite échelle. En fait, ce flot moléculaire est détecté dans plusieurs traceurs de gazon, non seulement dans les transitions que je vous ai montrées, il y a d'autres transitions qu'on a observées. On a beaucoup de gaz moléculaire dans cet outflow. Et quand on calcule ces trois grandeurs dont je vous ai parlé, là, le taux d'éjection de masse, le taux d'éjection du moment et les taux d'éjection d'énergie, donc la luminosité mécanique de l'outflow, on se rend compte que ça ne peut pas être la formation stellaire, ça doit être l'AGN qui crée ce flot. Donc, quel est le rôle de la rétroaction dans ce cas-là? Elle ne va pas changer le destin de cette galaxie. Ce n'est pas comme Markarian 231. L'outflow est restreint à des régions de 500 parsecs, mais il va certainement réguler l'alimentation du trou noir. Donc, il y a les deux aspects. Il y a l'alimentation et la rétroaction. Il y avait les couples exercés par les différentes perturbations. Ils peuvent être positifs, négatifs. Ça régule un peu l'alimentation. Mais aussi, cet effet de rétroaction aide à réguler l'alimentation lui-même. Dans ce cas-là, le jet serait dans le plan. C'est ce qui est observé aussi dans d'autres galaxies de Siffer, c'est que le fait que le disque interne n'est pas coplanaire par rapport au disque à grande échelle favorise qu'il y ait un couplage très efficace entre ces outflows et le disque lui-même. Donc, dans ce cas-là, quand on a un angle qui est proche de 90 degrés, ces espèces de flots de gaz ionisés peuvent balayer le milieu interstellaire à l'intérieur du disque et ils peuvent pousser le gaz à l'intérieur du disque. Donc ça joue un rôle fondamental dans l'alimentation du trou noir. Donc, pour conclure, quel est le rôle de ces outflows? On envoie ces flots de gaz moléculaires dans beaucoup de galaxies actives, non seulement les galaxies les plus extrêmes, telles que les quasars ou les radiogalaxies, aussi dans les AGN à faible luminosité. Ils témoignent de l'importance du feedback. La phase moléculaire est dominante. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de regarder les autres phases, parce que comme vous avez vu, il y a, si l'on veut dire, un trade-off entre différentes phases du milieu interstellaire. Il faut étudier toutes les phases pour comprendre le phénomène dans son ensemble. La vitesse mesurée dans ces flots moléculaires sont normalement au-dessus de la vitesse d'échappement. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais ça, c'est aussi un résultat qui est largement biaisé du fait que ce qu'on peut étudier pour l'instant, c'est les flots moléculaires des galaxies proches. Ce qui se passe dans les galaxies plus lointaines, c'est une autre histoire. On en a très peu de cas où on a pu étudier les flots de gaz dans les galaxies à haut redshift. C'est peut-être plus extrême. Ils sont capables d'évacuer le gaz en dehors du puits potentiel des galaxies elles-mêmes. Il y a un rôle prééminent des AGN par rapport à la formation stellaire, mais surtout pour les AGN extrêmes, mais il y a aussi, comme je vous ai dit, des exemples de flots moléculaires dans les galaxies de Siffer. Donc, ils aident aussi à réguler l'alimentation de trous noirs. Le mode radio est présent non seulement dans les radiogalaxies, mais aussi dans les galaxies Siffer. Ça, c'est intéressant si l'on veut étudier cette espèce d'oscillation entre le mode radio et le mode quasar. Je vous ai montré surtout des observations qui ont été faites par ALMA et NOEMA, parce qu'évidemment, c'est des instruments qui permettent d'étudier les cinématiques du gaz moléculaire, qui est la phase dominante. Ça ne veut pas dire que c'est la seule phase qu'il faut étudier. Il y a d'autres télescopes qui vont être mis en route bientôt, tels que le James Webb Space Telescope, qui va être lancé en 2018. Et il y a des instruments, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez avoir, je pense, à la fin du cours, un séminaire sur
les télescopes à venir et les types d'observations qu'on peut faire avec ces types de télescopes. Mais comme vous voyez ici, ces différents instruments vont être capables de tracer les inflows et les outflows non seulement en gaz moléculaire, mais aussi en gaz ionisé, avec des résolutions comparables avec celles qu'on a avec ALMA. Et aussi, bien sûr, le SKA, c'est un instrument qui va être précieux pour étudier les inflows et les outflows en hydrogène atomique, avec des résolutions aussi comparables qu'on peut atteindre avec ALMA. Donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail pour les astronomes. Il y aura sans doute des surprises dans le domaine, beaucoup de résultats qui vont apparaître. Donc je vais laisser là et je vous remercie.